Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire correctement ? Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on fait la simulation avec un autre coach. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Là, on a le plaisir d'enregistrer chez vous et on se faisait la réflexion. Il y a de la vie chez Théodo, très masqué dans le respect des gestes barrières, mais de la vie quand même. Ça fait très plaisir. Donc Marie, tu es Chief Growth Officer chez Théodo. Oui. Donc tu passes beaucoup de temps aussi sur la structuration RH du groupe. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter Théodo ? Et puis alors il y a toute une structure dont tu vas pouvoir nous parler, histoire que nos auditeurs puissent bien se figurer de quoi on parle. Oui, bien sûr. Donc Théodo, c'est un groupe qui est expert dans le conseil en technologie. Donc il y a une startup historique qui effectivement s'appelle Théodo, qui est dans le web. Et ensuite, on a 7 autres entreprises qui sont des startups, qui fonctionnent sur le même modèle de conseil, donc qui sont dans le mobile, la data, spécialisées sur le métier de la fintech ou du cloud, et des entreprises aussi à l'étranger, qui sont montées par des anciens du Startup Studio. Donc en fait, ça permet de grandir, entouré par des gens qui connaissent la culture. Et donc en fait, on a une croissance qui est hyper orientée par la naissance de nouvelles entreprises. Et peut-être pour donner des métriques, parce que c'est des boîtes qu'on connaît peut-être un petit peu moins, on parle de combien de personnes, vous existez depuis combien de temps, est-ce que vous avez levé des fonds ? Parce que c'est vrai qu'on essaye dans ce podcast de faire en sorte que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui est important à quelle étape d'une boîte, donc on a besoin un peu du portrait robot du groupe. Alors le portrait robot du groupe, c'est environ 380 personnes qui sont dans 4 pays. Et on a été fondé, donc Théodo a été fondé en 2009 et la deuxième startup a été lancée en 2015, c'est BAM. Et donc en termes de problématiques de structuration, donc on est d'une boîte de 120 personnes qui a 10 ans à une boîte de 35 personnes à 1 an. Donc on rencontre en fait avec tous les stades de maturité des boîtes, tous les types de problématiques, un grand nombre de problématiques dans des boîtes de conseil tech. Et toi, tu as rejoint l'aventure il y a combien de temps ? Il y a 4 ans déjà, un peu plus. D'abord sur des projets. Ça fait beaucoup en année start-up. En année start-up, ça fait 16. C'est comme les chiens. Exactement. D'abord en tant que consultante sur les projets. Et puis, je suis tombée dans le bain du recrutement. J'ai adoré et j'ai continué du coup dans les RH. Canon. Alors l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher un peu sur des pratiques, stratégies, chantiers RH que vous avez mis en place, que tu as pu suivre ou mettre en place au sein du groupe Théodo et qui ont eu un vrai impact sur la performance et donc la croissance du groupe. On est parti ? On est parti. Commençons par les bases. Selon toi, c'est quoi les pierres angulaires, le socle du bon fonctionnement RH de l'entreprise ? Donc, en fait, je dirais que nous, on est une boîte qui a pour cœur le lean, et on applique le lean dans plein de problématiques, que ce soit celle de nos clients, mais surtout dans le développement des gens dans l'entreprise. Et ce qui est super important dans le lean, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens apprennent en continu. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que le lean pour celles et ceux qui découvriraient peut-être ce terme ? Bien sûr. Alors le lean, c'est l'inspiration japonaise. Donc en fait, c'est une manière de développer les entreprises qui est issue de la réussite de Toyota dans les années 50. Donc Toyota dans les années 50 était au bord de la faillite. Et en moins de 25 ans, est devenu le leader mondial du marché de l'automobile. Sans argent extérieur, et tout ça grâce à cette méthodologie qui place l'humain au centre et surtout son développement. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est réappliquer ça à notre modeste échelle et de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que les gens apprennent au quotidien,
voit où sont les opportunités. Donc tout ça, c'est un peu théorique. De manière hyper concrète, ça s'applique dans le système de coaching, le système de promotion et le système de formation. Alors avant de rentrer dedans, je suis désolé, moi je suis hyper curieux de ces bases-là. Donc le Lean, qui est vraiment une approche d'amélioration continue, très industrielle au démarrage et qu'on peut retrouver après dans la gestion des ressources humaines. D'où ça vous est venu ? Parce que c'est quand même... moi je ne l'ai pas entendu beaucoup, hein. Enfin, je l'ai beaucoup entendu dans les grands groupes industriels typiquement de mettre du Lean, mais pas forcément de la part de quelqu'un qui pilote les RH. Donc moi je trouve ça chouette. Alors, c'est venu d'une rencontre. En fait, le fondateur de Théodo, Benoît Charlavozel, il s'est retrouvé un jour en 2012 à une conférence un peu obscure du Lean à Paris. Alors, l'histoire on ne dit pas comment il est arrivé à cette conférence. Et il s'est dit, en fait, écouter mes clients, c'est la clé pour faire croître Théodo. Et c'est un des socles du Lean. Et du coup, l'aventure a démarré comme ça et on s'est dit, en fait, on va faire du Lean dans l'IT. Super. Alors, parce qu'effectivement, je viens de repenser qu'au-delà du Lean industriel, il y a tout le mouvement Lean Startup qui... Bon, ça sert aussi à vendre des bouquins, hein, mais c'est moi qui le dis. Ok, et alors donc, ça c'est un peu la philosophie quelque part, de dire on va être dans l'amélioration continue, lien client, etc. Comment ça se manifeste ? Tu as parlé un petit peu de 3 piliers qui sont des manifestations directes de cette philosophie Lean dans votre structuration RH. Tu peux nous raconter comment ça se passe ? De manière super concrète, ce qu'on se dit, c'est que l'amélioration doit venir de chacun dans son quotidien. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis recruteur. Mon quotidien, c'est d'arriver à atteindre mes objectifs, mais c'est pas à mon manager d'aller me dire comment je vais m'améliorer. Le rôle de mon manager, c'est de m'aider à voir autour de moi quels sont les problèmes que je rencontre et à m'aider au quotidien à m'améliorer et à me développer, à trouver des solutions à mes problèmes. Mais c'est pas de lui qui vient l'innovation. Donc en fait, c'est remettre la personne qui produit au centre de l'innovation. Un exemple hyper concret, là, en ce moment, moi, j'ai plein de nouveaux dans l'équipe recrutement. Donc, il y a plein de gens qui ne voient pas qu'ils ont plein de problèmes. Comme des nouveaux. Comme des nouveaux. Donc, ils pensent qu'ils sont super forts alors que non. Et j'ai eu encore ce matin une discussion assez drôle avec le manager de l'équipe de BAM qui me dit « Oh là là, je me suis ratée. J'ai dit à Bastien... écoute, non, et là, il faut absolument que tu fasses l'analyse de pourquoi tes calls de qualif ne marchent pas. » Et Bastien m'a dit, mais pas du tout, j'ai pas de problème, tout va bien. Et en fait, l'approche Lean de ça, c'est pas de dire à Bastien, fais l'analyse de tes calls qui marchent pas, c'est d'arriver à créer les conditions où Bastien se rend compte tout seul qu'il a un problème sur sa qualification en call. Et lui, il va aller voir Louis et lui dire, Louis, est-ce que tu peux m'aider ? Louis étant le manager de l'équipe. Le N+1. Exactement. Ouais. D'accord. Exactement. Et alors, comment vous faites ça ? Parce que donc, il y a tout un réseau de coachs internes, coachés, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc, c'est un des moyens. Le coach, c'est un des moyens. Le premier moyen, c'est de rendre visuels les problèmes. Donc, dans le recrutement, dans les projets. Et le deuxième moyen, c'est d'avoir quelqu'un qui pilote la progression de chacun. Alors, qui va aussi l'aider à se rendre compte là où il est bloqué. Donc, chacun, on a un coach dans la boîte, du premier jour à son dernier jour, mais aussi du dev le plus junior à notre fondateur, Benoît. On a tous un coach pour nous aider dans notre progression. On le voit toutes les semaines et on fait le point par rapport à nos objectifs de carrière, mais aussi nos objectifs de progression hyper matérialisés en termes de palier de progression. Où on en est ? Est-ce qu'on va réussir ? Et c'est un outil hyper puissant, le coach, pour transmettre les valeurs et aller demander de l'aide pour tout et n'importe quoi. Et alors, la question qui me vient en numéro 1, mais tu t'en doutes, parce que c'est aussi un métier avec lequel on est familier, coacher les gens en start-up, c'est est-ce que vous avez une petite boîte à outils pour former tout le monde à la posture de coaching ? Dit autrement, et j'aime pas du tout ergoter sur les choix de mots, mais là c'est important, pour vous, ce coach, c'est quelque part l'équivalent d'un parrain ou marraine, ou donc quelqu'un qui est un peu la personne à écouter, ou stricto sensu, coach, comme nous on peut le faire au sein d'Yaniro, à savoir donc quelqu'un qui est là aussi pour t'amener
t'amener à prendre du recul sur toi-même, pas quelqu'un pour te donner des conseils, mais un mix entre un coach sportif et un petit professionnel, quelque part, comme j'aime bien le dire de temps en temps. Je pense qu'on se rapproche beaucoup plus du modèle de Yaniro parce que là, on est sur quelqu'un qui est carrément objectivé à ce qu'on réussisse. Donc, on est sur quelqu'un qui peut aller mettre des coups de pied aux fesses et dire, mec, en fait, là, il y a ça va vraiment pas bien. Tu te braques dès qu'on te parle. Exactement. Tu te braques, explique-moi ce qui se passe. Du coup, on a quelqu'un qui va très loin. Donc, effectivement, ça nécessite de la formation, un sujet qu'on peut avoir parfois sous-estimé. Là encore, je vais revenir chez les Japonais sur comment on forme. Attention. Mais en fait, on a dans la méthode Lean, la formation, elle passe beaucoup par la pratique et par la répétition ce qu'on appelle le geste, donc ce qu'on doit faire qui est difficile qu'on ne sait pas faire, avant de faire le geste. Donc tu parles souvent de jouer le match avant, c'est vraiment jouer le match avant. Donc on a toutes les semaines un dojo coaching, tout comme on peut avoir des dojos sur tous les gestes qu'on doit maîtriser dans la boîte. Et là, les coachs se retrouvent et il y en a un qui va dire moi je dois faire un feedback difficile à mon coaché. Ça peut être j'ai jamais à faire ça, mais il est toujours en retard. Il peut pas passer son palier de progression. Il va le rater. Il faut que je lui dise de pas le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire correctement? Et là, il y a quelqu'un qui arrive. On fait la simulation avec un autre coach. Et il y a un coach plus senior qui va le débriefer, l'aider à trouver les bons mots, etc. Alors, je regarde avec grande inquiétude le timing en me disant qu'on n'aura jamais le temps de parler de tout ce que j'ai envie de creuser. Non, mais c'est fantastique parce que, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ça et nous, on en voit tous les jours le bénéfice d'avoir quelqu'un qui te permet de prendre du recul sur toi. Une image qu'on aime bien utiliser, que je vous partage, c'est que pour ceux qui se posent la question de comment ça se fait qu'il faut laisser la personne prendre conscience elle-même de ce qui arrive, typiquement des braquages, des problèmes, c'est que, imaginons qu'on est tous des petits poissons qui tournons en rond dans notre petit bocal crânien. Si quelqu'un ne nous sort pas de l'eau, on est incapable de voir si l'eau elle est propre ou sale. C'est pas possible. Donc, que ce soit un coach en interne, en externe, quelqu'un qui va vous écouter sans vous donner de conseils, c'est à ça que ça sert, en fait, entre autres choses. Bon, j'imagine qu'on est... Tu prêches une convaincue. Ouais, exactement. Bon, c'est ceux qui nous écoutent qui peuvent éventuellement devenir convaincus. Vous êtes capable de mesurer l'impact d'une telle pratique parce que c'est très engageant quand même. C'est du temps passé, c'est très clivant dans le bon sens. Vous avez décidé de faire les choses comme ça, mais est-ce que vous l'avez peut-être depuis le début, donc c'est difficile de savoir. C'est hyper dur parce qu'effectivement, je pense qu'on a un système de coaching depuis le début qui a pas mal évolué dans les 4-5 premières années. Donc c'est extrêmement difficile, je pense, de mesurer l'impact. Le meilleur impact, c'est malheureusement quand le coach rate son boulot. Très souvent, typiquement, on voit l'impact du coach quand, par exemple, il y a un onboarding raté. Parce que le coach est responsable de l'onboarding, par exemple. C'est beaucoup, malheureusement, dans les ratés qu'on voit l'impact de toute la réussite ailleurs. Je comprends. Et alors, c'est quoi les autres piliers de ce bon fonctionnement un peu socle? Là, on a parlé de la pratique du coach, on a deviné la pratique du dojo qui permet au coach, et d'ailleurs sur d'autres sujets, j'imagine, de répéter pour être dans une pratique raisonnée du geste. Il y avait d'autres aspects dont tu souhaitais qu'on parle? Oui, il y a un aspect un peu qui est cœur chez nous, qui est le up, qui est la manière dont en fait on est promu dans la boîte. C'est un peu une innovation sortie du chapeau, mais il y a bien longtemps, il y a 7 ans. L'idée du up, c'est que les gens postulent à leur propre promotion et sont évalués sur des critères transparents et disponibles sur les notions de la boîte. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet déjà de responsabiliser chacun sur sa progression. C'est pas mon manager qui décide si je suis promu ou non. C'est moi qui vais voir mon manager en disant je suis prêt. Je suis prêt. Donc le rôle du coach, c'est de préparer la personne. La deuxième chose, c'est de créer de la transparence, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, tu penses que tu peux passer ton Up Craftman, donc c'est le 3e niveau. Mais dans les faits, regarde, il y a ça qui manque. Et on va travailler de manière hyper objective à ce que tu aies fait une conf devant 150 personnes. Ça aligne surtout, et je pense que c'est un des trucs les plus importants, ça aligne les intérêts individuels avec l'intérêt de la boîte. Et du coup, ça fait qu'on joue beaucoup plus collectif.
L'enjeu principal étant de s'assurer que le up reste à jour avec l'évolution et la croissance. Donc j'imagine que pour que ce système fonctionne, il faut être d'une précision, vraiment une très très grande précision sur les critères de ce qui est attendu au niveau d'après, pour chaque poste. Exactement. Donc là, le travail, par exemple, qu'on est en train de faire, qui est assez passionnant, c'est qu'on travaille sur une refonte du up pour les BizDev. Parce qu'aujourd'hui, les BizDev ont tous le même up qui n'est pas adapté aux carrières où il y a des gens comme moi qui disent que c'est super les RH et qui vont continuer là-dedans. Et avant, tout le monde faisait de la rotation jusqu'à aller en sales. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui est attendu au niveau d'après pour Marie ? Pas clair. Donc, pour l'instant, t'as pas de up clair, toi. Moi, j'ai pas de up clair, mais c'est pas grave, je suis en train de travailler dessus. T'es pas du tout jugé parti. Non, mais alors bon. Ah, je fais toute seule. Mais est-ce que tu peux, juste pour qu'on se le visualise bien, est-ce que tu peux nous prendre un vrai cas concret d'un up pour qu'on visualise? Voilà, c'est ça les cases à cocher. Alors, par exemple, le up pro pour un tech, donc, qui est le truc le plus classique du monde, c'est donc le premier critère, c'est l'adhésion aux valeurs. Donc là, il y a des peer reviews qui sont faites auprès d'autres membres de l'équipe, du client, etc. Et on va voir comment ça se passe. Est-ce que la personne est au niveau? Ensuite, il y a une partie technique. Donc, on regarde si la personne est autonome techniquement. Et ça, c'est son archi qui décide. Ensuite, tu as une partie qui est marketing technique, qui va être est-ce que j'ai fait un article de blog? Est-ce que j'ai fait une formation? Donc là, c'est enrichir la connaissance, ça a vachement de valeur dans la boîte. Et il y a une partie qui est liée à l'innovation et l'engagement dans Théodo. Donc là, c'est est-ce que je cherche à développer, à apprendre à chaque fois qu'on rencontre des problèmes du coup, est-ce que je partage après à Théodo? Et alors, peut-être un dernier élément du socle de pratique RH de Théodo dont on n'a pas encore parlé, enfin dans lequel on n'est pas rentré en détail, c'est la formation. J'ai bien compris qu'il y a une grande partie formation interne où l'idée c'est de partager de la connaissance ou de la compétence qui est présente en interne au plus grand nombre. Comment vous le structurez ça? Alors, il y a déjà la base, c'est qu'il y a 2 formations par semaine. Une formation lundi, qui est sous forme de séquence de, par exemple, 6 semaines pour les techs. Imaginons 6 semaines sur CSS. Donc là, ils s'inscrivent à des sessions de 6 semaines. Et une formation du vendredi qui est des sujets beaucoup plus libres proposés par les Théodores. Ensuite, il y a de la formation, mais au quotidien. Vraiment, comme chez les Japonais, sur la ligne de production. On a bien compris. On a bien compris que c'est très japonais. Non, mais c'est faire ensemble. Donc, par exemple, je suis développeur. Je sais pas comment coder une feature. Et ben là, je vais faire ce qu'on appelle du pair programming. Donc, je vais coder avec mon lead développeur. Et aussi, mon lead développeur va toujours regarder mon code. Donc, il va en permanence me faire des retours. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boucle de feedback qui va très, très vite et de faire ensemble. Je pense que c'est les pratiques principales. Et une fois qu'on identifie qu'il y a eu un problème, par exemple un bug, là, on va faire un dojo dédié, donc une formation dédiée à chaque personne. Et la formation chez nous, c'est un truc important. Le dojo, c'est au maximum en one-to-one pour que la personne vraiment intègre la connaissance et pas regarde juste des slides. Eh ben, il y avait déjà beaucoup de choses à voir sur le socle, mais c'est pas fini. Hein. Moi, je sais comment va continuer l'interview, donc j'ai hâte. Quand tu es arrivé donc au sein du groupe Théodo, un des sujets dont tu t'es emparé, et qui était donc un sujet chaud, c'est le sujet de l'onboarding. Est-ce que, déjà, parce que vous avez grossi assez vite et qu'il y avait quand même pas mal de gens onboardés, tu peux nous raconter un petit peu, c'était quoi les enjeux quand tu es arrivé et c'est quoi les réponses que tu as trouvées Ouais. Avec ton équipe, hein, ouais, avec mon équipe. Je ne prendrai pas. J'imagine bien. Je ne tirerai pas toute la couverture moi toute seule. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, factuellement, on a recruté 25 stagiaires de fin d'études tech pour seulement Théodo, avec des niveaux du coup très hétérogènes. Et on s'est dit, waouh, le mur sur le staffing que ça crée. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient tous autonomes techniquement à leur arrivée? Du coup, ça nous a obligés à refondre l'onboarding des développeurs. Et là, ça a été un super travail mené par notamment 2 archis, puisque c'était les meilleures personnes, qui ont en fait recréé une formation par techno qui démarre dès le recrutement.
En fait, dès le recrutement, on va donner du matériel pour te préparer. Si c'est 10 mois avant ton arrivée, c'est 10 mois avant ton arrivée. Et il y a quelques points d'étape clés pour s'assurer que quand tu arrives, tu es autonome sur la techno sur laquelle tu vas être staffé. Ça a fonctionné d'une manière inimaginable et surtout, ça a créé beaucoup de rétention chez les stagiaires de fin d'études. Parce qu'en fait, ils sont arrivés et en fait, ils avaient déjà 10 mois de lien avec la boîte. De manière très concrète, certains, en fait, ils ont fait 3 à 4 fois plus que ce qui était planifié parce que juste, ils adorent Dev et ils étaient trop contents et ils en ont fait 4 fois plus que les autres. Donc là, concrètement, moi, je suis stagiaire, on se rencontre en entretien, on signe un contrat. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je reçois dans mon onboarding? Et quelques semaines après, maximum 2-3 semaines après, tu reçois un petit coup de téléphone. On va t'organiser un appel avec un des responsables du coup de l'onboarding et qui va te faire ton plan de formation. Donc, il va un peu faire le bilan de où t'en es très concrètement en dev. Et à partir de là, il va adapter l'onboarding, le niveau de formation à ton niveau et te proposer des contenus à faire avec un point à peu près maximum tous les mois avec toi. Et c'est de plus en plus quelque chose sur lequel on passe le relais au coach pour décentraliser, mais qui a du coup été beaucoup piloté par 2 archis au début. Et question qui est peut-être très naïve, mais tout ce travail qui crée le trait d'union entre le moment du recrutement et le moment de l'arrivée à proprement parler, est-ce que certains le vivent comme du travail avant d'être payé? Alors, une super question parce que c'est ce dont on avait peur. Bien sûr. Et en fait, non, ils le vivent super bien parce qu'en fait, leurs cours sont hyper théoriques. Et là, on leur montre des trucs méga pratiques qui vont aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour les gens déjà très forts, qui en général font des projets perso. Donc là, au lieu de faire des projets perso qui servent à rien, ils se disent trop bien, là, je vais en fait faire des trucs très pratiques. Et il y a des gens qu'on recrute qui savent qu'ils sont loin. Donc en fait, là, il y a contrat moral. En fait, on sait que tu es assez loin techniquement. Donc nous, ce qu'on va te demander, c'est de quand même préparer ton arrivée. On ne parle pas non plus de 6 mois de travail à mi-temps, mais on parle de quelques heures par semaine pour que ton arrivée soit facilitée. Et en général, là, il y a une super réception à ce message parce que c'est, du coup, quand je vais arriver, je ne serai pas en difficulté et au contraire, je vais être tout de suite en réussite et je me sentirai en confiance. Donc, on avait peur de ça et pas du tout. D'accord. Et ça marche pour des profils non-tech ou des profils non-stagiaires, ou c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place pour cette vague de stagiaires? Aujourd'hui, on fait que pour les stagiaires. Donc, du coup, maintenant, c'est réutilisé pour les stagiaires, même s'ils n'arrivent pas toujours par 25, heureusement. Mais c'est quelque chose... Du coup, là, l'enjeu, j'en parlais un peu avant, mais l'enjeu, c'est maintenant comment on réadapte l'onboarding. On a refait l'onboarding des BizDev, mais en fait, là, on a un vrai enjeu, c'est qu'on recrute des profils beaucoup plus seniors. Et du coup, c'est comment on transmet la culture à des gens qui ont 45, 50 ans, et qui arrivent et qui c'est fou japonais. Alors ça nous permet de faire le lien. La troisième partie de l'interview, de l'entretien, c'est vraiment de parler un peu des chantiers ou des sujets que vous avez essayé de craquer ces derniers mois et sur lesquels vous êtes. Et il y a quand même une petite nouveauté chez Théodo, c'est que maintenant vous avez des managers. Vous avez des bêtes curieuses qui viennent casser le sacro-saint flat management. Alors, comment ça s'est passé déjà? Avant même de parler de l'onboarding de ces profils-là, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer cette couche-là? Et qu'est-ce que ça a venu bousculer dans Théodo? Comment vous y êtes pris? Alors en fait, truc très clair, on avait 45, quasiment 40 architectes développeurs qui reportaient directement au CTO. Donc un jour, un CTO vous a dit non, j'ai sommeil. Non, c'est plutôt les archis qui nous ont dit en fait, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi. Ça marche dans l'autre sens. Et j'aimerais bien qu'on m'apprenne plus de choses. Et du coup, spontanément, ils allaient voir les archis qui étaient plus seniors qu'eux, puisqu'un archi, ça veut dire 2 ans d'expérience, comme ça peut en vouloir dire 7. Donc, en fait, spontanément, eux, ils avaient créé une sorte de système de management. Sauf que c'était pas officiel et du coup, c'était pas clair. Et ça a abouti à des départs. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment le trigger principal. Et du coup, ces petits managers qui se baladent, du coup, maintenant, il y en a chez Théodo et chez BAM aussi, qui est notre startup mobile.
C'est ongoing, hein, leur rôle. On assume. On assume complètement le fait que ce soit ongoing, mais typiquement, le premier chantier, ça a été de mettre des managers clairs aux équipes techniques donc, et aux architectes. Donc, on a créé des VP Tech, qui sont des VP Engineering, qui pilotent plusieurs architectes. Le rôle principal étant de continuer à former les architectes, à les développer et à les challenger sur la technique et l'archi de leur projet. Donc ça a été le premier rôle. Et le deuxième rôle, du coup, après, c'est clarifier que, en fait, quand je suis dans l'équipe recrutement, j'ai un manager, c'est le manager de l'équipe recrutement, par exemple. Et ça, culturellement, c'était pas le cas. Il y a eu un petit rejet de greffe au début? Non, il y a eu une sorte d'inertie de... ça veut dire quoi? Et maintenant, ça y est, il y a des hebdo managers managés. On commence à avoir aussi un vrai suivi de carrière aussi par les managers qui commencent à prendre. Mais c'est vrai que ça a pris son temps. Et du coup, ils viennent tous de l'interne, ils viennent de l'extérieur, ces managers? Alors, les managers viennent majoritairement de l'interne. On a fait quelques recrutements. D'où les profils seniors. D'où les profils très seniors qui viennent surtout ramener aussi de la connaissance. Bien sûr. Et oui, c'est majoritairement en interne. Et alors, du coup, ça nous pose la question de comment on onboard quelqu'un d'archi senior qui arrive avec tout son monde dans une boîte qui a une culture qui est hyper dense et solide. Comment on fait ça? On se plante la première fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'imagine que la deuxième fois. Étape 1, c'est dur. Et surtout, on fait de l'amélioration continue. Alors, la première personne qu'on a onboardée, c'était Guillaume, qui est arrivé pour être VP Engineer. Ce qui était bien, c'est que Guillaume, il est venu pour apprendre le lean. Donc, en fait, c'était vachement plus facile parce que lui, il avait la curiosité spontanée. Donc, il a commencé sur un projet et en fait, ça s'est déroulé. Et puis, mécaniquement, il est hyper coachable. Exactement, parce qu'il est venu pour la culture. Il y a eu des choses plus complexes. Donc, Guillaume, vous ne l'avez pas planté? Il est là encore, donc je pense qu'on l'a pas complètement planté. Guillaume, si tu nous écoutes... Tout le monde est encore là, donc on m'a pas dit trop planter encore. Non, après les rôles suivants, c'est du coup on a recruté Pascal et Rennes qui sont sur des fonctions commerciales et financières. Et là, c'était encore des challenges extrêmement différents. Et ce qu'on a typiquement complètement planté, c'est qu'ils ont été recrutés par les dirigeants. Et les dirigeants étaient leur coach. Et du coup, ils ont eu 0 onboarding au début. En fait, on a un super onboarding où tu as un mois en avance ton ordinateur, etc. quand tu es stagiaire de fin d'études. Mais Pascal, il a eu son ordinateur 5 mois après son arrivée. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est typiquement pour l'arrivée de notre CFO groupe. En fait, j'ai dit, bon, je suis sa coach, je gère son onboarding. Et en fait, ça a vachement lissé. Après, on leur fait faire beaucoup plus de formations théoriques en ligne. Et on met beaucoup d'attention à leur expliquer pourquoi on fait les choses bizarrement comme on les fait. Parce que après eux, ils sont rôle modèle de plein de gens dans la boîte, donc il y a des gens qui peuvent percevoir des signaux contraires. Et ça, c'est le gros job. Typiquement, moi, je suis la coach de Rennes et 100% de mon job de coach, c'est de m'assurer qu'elle comprend ce qu'on fait et pourquoi on est bizarre. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'enjeu de presque culture fit, en fait, de s'assurer de donner toutes les clés pour comprendre les sous-jacents de tout ce qui est décidé. Et chez vous, ça passe beaucoup par le lean, notamment. Exactement. Donc, on a fait venir, on implique par exemple le coach de Benoît, fait des formations lean pour les profils les plus expérimentés qui nous ont rejoints. Et on a des retours ultra positifs, mode je comprends enfin ce que vous racontez et le pourquoi. Mais ça reste toujours le point dur dans le recrutement de profils archi seniors, c'est que la logique derrière recruter un profil archi senior, c'est qu'ils viennent nous apprendre quelque chose, nous apprendre comment faire, sur un sujet ou sur un autre. Et pour autant, il faut arriver à lui dire, on veut savoir comment faire ça dans notre culture. Exactement. Et pas avec la culture de ce que tu avais avant, parce que même si tu viens de Salesforce, c'est bien, mais la culture Salesforce, c'est pas la culture Théodo. Ça, c'est un point difficile. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Enfin, en tout cas, non, il n'y a pas du tout de réponse universelle et on apprend, je pense, en marchant. La réponse principale qu'on a trouvée, je pense que au moins ça marche plutôt bien, c'est qu'on a recruté des gens qui sont hyper à l'écoute et qui avaient hyper envie de rejoindre une plus petite boîte avec une culture forte. Donc en fait, dans le fond... le deal était scellé avant. Quand même. On ne va pas parler de recrutement parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste, c'est quoi votre approche au niveau du recrutement pour vous assurer que quelqu'un est coachable, culture friendly, etc.
Alors, un truc sur le coaching, c'est qu'on teste vraiment l'humilité. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de feedback en process. Quelqu'un qui, tout de suite, qui se braque, on s'arrête immédiatement. Bonjour, juste pour savoir, tu as une très moche chemise, mais je te dis ça parce qu'il est temps que tu en achètes une autre. Radical Candor, lis le livre, tout ça. Ok. Bon, mais ça commence déjà à être la fin de l'interview, ça passe quand même incroyablement vite. C'est quoi le meilleur moyen de te contacter ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'échanger avec toi pour savoir plus en détail comment on fait pour rentrer dans le dur des bonnes pratiques. C'est quoi les canaux qui fonctionnent le mieux pour toi ? Le mieux, c'est clairement LinkedIn. Ok, donc Marie Moulinier sur LinkedIn. Pour continuer dans la formation continue, c'est quoi le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Alors, il y a le basique en termes de livre, c'est Who. Pour recruter quand même un profil un peu complexe, il n'y a rien de mieux pour aligner. Et je recommanderais encore plus de le faire lire aux managers. Et pour aller un peu plus loin, hyper intéressant, le Lean recrutement, qui parle pas forcément que de Lean. C'est assez passionnant. Et enfin, qu'est-ce que tu as envie de voir dans le prochain épisode du podcast ? C'est qui là ou le RH qui t'impressionne le plus ? Caroline de Payfit. Et qu'est-ce qu'on lui pose comme question de ta part ? On lui demande comment elle gère la mobilité et les carrières passes dans une boîte qui a grandi aussi vite que Payfit. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un peu attaqué le sujet. Ok, et ben si elle a le temps de passer, prendre ton micro en relais, on lui posera la question. Le message est bien passé. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et il me reste plus qu'à te dire à bientôt et à très vite. Super, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.